Et si la meilleure décision qu'on pense prendre pour ses enfants, c'est-à-dire leur offrir une bonne éducation, était en réalité un piège? Un piège qui fragilise financièrement toute la famille. C'est ce paradoxe assez fou qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, pour que ce soit bien concret, prenons l'exemple d'un couple de professionnels. À eux deux, ils gagnent 130 000 € par an, ça les place dans les 25% des foyers les plus aisés du pays. Sur le papier, franchement, ils ont tout pour être tranquilles. Et pourtant, la réalité, c'est tout l'inverse. Malgré ce revenu qui semble énorme, ils sont constamment sous pression. La moindre dépense qui n'était pas prévue, comme une panne de voiture, et c'est la panique. Ils ont tout fait bien, ils ont suivi le chemin qu'on leur a montré, et pourtant, ils ont l'impression d'être au bord du précipice. Ça nous amène à la question centrale de tout ce mécanisme. En choisissant une maison, est-ce qu'on achète simplement un toit et des murs, ou est-ce qu'on paie, sans même le savoir, une sorte de taxe cachée intégrée directement dans le crédit immobilier, juste pour s'assurer d'avoir une place dans une bonne école publique? Alors, rentrons dans le vif du sujet. Le problème de ce couple, ce n'est pas un manque de discipline financière. Non, c'est bien plus profond. Ils sont tombés dans ce qu'on appelle le piège du double revenu. C'est une faille dans le système où gagner plus ne veut pas dire être plus en sécurité, mais bien souvent être plus vulnérable. On a tous grandi avec cette idée, 2 salaires, c'est une double sécurité. Ça paraît logique. Mais en fait, c'était un leurre. En faisant du deuxième salaire une norme, une nécessité juste pour maintenir un niveau de vie de classe moyenne, les familles ont en réalité sacrifié leur filet de sécurité. Le plan B a été complètement absorbé par le plan A. Mais comment est-ce que ce filet de sécurité a pu disparaître comme ça? Pour le comprendre, il faut s'intéresser à la plus grosse dépense d'une vie, l'achat d'une maison. Et donc d'une adresse. Le contraste, quand on compare les époques, est juste saisissant. Dans les années 70, un seul bon salaire suffisait bien souvent pour acheter une maison. Le revenu potentiel du conjoint, c'était une vraie assurance en cas de pépin. Aujourd'hui, il faut 2 salaires pour avoir la même maison. Cette assurance a été entièrement consommée pour payer le crédit. Toute la flexibilité, toute la marge de manœuvre a disparu. Comment on en est arrivé là? En fait, le mécanisme est presque mathématique. Quand le modèle à 2 revenus s'est généralisé, toutes les familles ont eu plus de pouvoir d'achat. Et qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles l'ont utilisé pour surenchérir les unes contre les autres, pour les mêmes maisons, dans les mêmes quartiers prisés. Et c'est là le point absolument crucial. Le deuxième salaire n'a pas servi à augmenter le patrimoine ou acheter une maison plus grande. Non, il a été entièrement aspiré par la hausse des prix de l'immobilier, une hausse qu'il a lui-même aidé à créer. C'est une sorte de course à l'armement où tout le monde finit par perdre. En fin de compte, le prêt immobilier dans ces quartiers-là a changé de nature. Ce n'est plus juste un investissement dans la pierre. C'est devenu une sorte d'abonnement mensuel, payé à la banque, pour garantir l'accès à une bonne école publique. D'accord, mais alors concrètement, à la fin du mois, il reste quoi de ce fameux deuxième salaire? On va faire le calcul et le résultat est surprenant, pour ne pas dire autre chose. Prenons un cas d'école, un deuxième salaire qui rapporte 50 000 € bruts par an. Sur le papier, c'est une somme importante, on se dit que ça doit forcément changer la vie de la famille. Mais la réalité est beaucoup moins rose. D'abord les impôts, qui sont plus élevés parce qu'ils sont calculés sur la tranche marginale supérieure, hop, on tombe à 35 000 €. Ensuite, les frais de garde, qui sont souvent gigantesques, paf, on enlève encore 15 000. Puis il y a tous les coûts liés au fait de travailler, la deuxième voiture, l'essence, les transports. Et pour finir, ce qu'on peut appeler les dépenses d'épuisement, les repas qu'on se fait livrer, le ménage, parce que personne n'a plus le temps. Et au final, le gain réel est spectaculairement faible. Le bilan est sans appel. Ce deuxième salaire de 50 000 € ne rapporte en réalité que 2 000 € net par an. Autrement dit, ça revient à travailler à plein temps pour à peine 1 € de l'heure. C'est un modèle économique personnel à marge nulle. C'est vendre son temps à perte. La question logique, c'est « mais si le calcul est si désavantageux, pourquoi est-ce que tant de familles continuent ?» Une partie de la réponse n'est pas financière, elle est psychologique. Ça porte un nom, c'est l'effet Diderot. C'est cette pression subtile qui nous pousse à vouloir que tout notre style de vie soit cohérent. Et concrètement, ça se manifeste comment? Eh bien, en emménageant dans un bon quartier, un nouveau standard de vie s'impose. Il faut la voiture qui va bien dans l'allée, les vêtements qui ne détonnent pas avec les voisins, les activités des enfants qui coûtent cher, les vacances qui permettent de suivre. C'est une spirale de dépenses sans fin, juste pour maintenir les apparences. Bon, on a bien décortiqué le problème, passons maintenant à la partie la plus importante. Comment on sort de ce piège? Il existe une solution, une stratégie, claire et concrète. La solution, c'est de construire ce qu'on appelle une fondation à un seul revenu. L'idée est simple mais radicale. On réorganise tout le budget pour que toutes les charges fixes, le prêt IMO, les voitures, les assurances, tout repose sur un seul des 2 salaires, si possible le plus faible. Et là, le deuxième salaire change complètement de statut. Il devient un bonus intégral, un outil ultra puissant dédié uniquement à l'épargne, à l'investissement et à se désendetter. Mais attention,
L'objectif ici, ce n'est pas de se priver ou de vivre chichement. L'objectif, c'est d'acheter quelque chose de bien plus précieux que n'importe quel objet, l'optionnalité, c'est-à-dire la liberté de pouvoir choisir, de changer de carrière, de prendre un congé, de ne pas paniquer si l'un des deux perd son emploi. Cette analogie résume tout parfaitement. Les finances d'une famille dans cette situation, c'est comme un bateau avec 2 moteurs, mais tellement surchargé qu'il avance à peine. La solution, ce n'est pas de rêver d'un 3e moteur, c'est de commencer à jeter le poids inutile par-dessus bord pour enfin retrouver de la vitesse et de la manœuvrabilité. Au fond, ça oblige à redéfinir ce que veut dire être riche. La richesse, ce n'est pas le code postal ou la taille de la maison. C'est l'espace qu'on arrive à créer entre ce qu'on gagne et ce dont on a vraiment besoin pour vivre. C'est cet écart qui est la vraie source de liberté. Et ça nous laisse avec une question essentielle. Dans n'importe quelle situation financière, quel est ce poids inutile qui pourrait être jeté par-dessus bord? Quel est le lest qui empêche d'avancer et qui, une fois retiré, pourrait redonner à une famille sa vitesse, sa marge de manœuvre et au final sa liberté?